Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine. On réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles. Et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources. Nous prenons conscience de notre identité. Et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre édition de l'émission Lumière sur le monde. Comment allez-vous en ce deuxième dimanche du mois de décembre? Eh bien, comme convenu la semaine dernière, nous allons continuer cette semaine encore à poser un diagnostic cru sur nos problèmes en tant que peuple, nos problèmes en tant que collectivité. Nous allons continuer à jeter un regard réaliste sur nos problèmes à nous. Nous avons commencé à voir la semaine dernière que la problématique haïtienne s'explique entre autres par le fait que chez nous, on nous a appris à nous inscrire dans un destin individuel, dans un destin personnel, plutôt que dans un destin collectif, plutôt que dans un destin national. L'école, l'Église, la famille, hélas, ne nous ont pas appris le sens du commun. S'il est une société, hélas, où on a déconstruit cette idée africaine que nous appelons Ubuntu, ou bien le Combit, s'il est une société, dis-je, dans laquelle on a déconstruit cette notion de réussite collective, chez bien en Haïti. Au fil des années, on a appris à promouvoir, on a appris à faire la promotion des réussites individuelles, que ce soit en Haïti, que ce soit en diaspora. On dirait qu'on se réjouit quand quelqu'un réussit seul. Et on essaie de l'imiter dans son individualité, dans sa réussite individuelle. Or, une société ne se construit pas comme cela. S'il est vrai qu'on ne peut pas réussir tous en même temps, c'est vrai, mais c'en est une autre que de dire, puisqu'on ne peut pas tous réussir en même temps, eh bien, autant prioriser la réussite individuelle. Non. Une société se construit lorsqu'on enseigne, n'est-ce pas, le sens du commun. Une société se construit lorsqu'on nous sensibilise sur le fait que nous faisons partie d'un ensemble et que cela ne sert à rien de se précipiter, cela ne sert à rien, n'est-ce pas, de brandir son petit trophée individuel si le reste de la communauté, si le reste de la collectivité échoue. Une véritable réussite s'évalue lorsque toute la communauté
progresse. Nous avons aussi considéré quelques-uns des facteurs exogènes qui expliquent notre échec national. Et parmi ces facteurs exogènes, nous avons considéré l'emprise, nous avons considéré, n'est-ce pas, la mainmise, nous avons considéré, si vous voulez, l'invasion de la prétendue communauté internationale. Quand on parle d'Haïti, en Haïti de communauté internationale, on entend la France, on entend les États-Unis et depuis un certain nombre d'années maintenant, on entend le Canada. On ne peut expliquer l'échec d'Haïti sans tenir compte de ces facteurs exogènes, car les États-Unis, la France, le Canada ont pesé et continuent de peser de tout leur poids dans l'échec haïtien. Et je tenterai de vous démontrer l'intérêt que ces pays-là ont dans l'échec haïtien. Et je me servirai de l'exemple du Canada qui tire profit de l'instabilité politique d'Haïti, du Canada qui tire profit de l'échec collectif haïtien. Quand ça va mal en Haïti, ça rapporte au Canada. Je vous en ferai la démonstration. Nous allons donc continuer à regarder de près nos problèmes haïtiens, toujours en considérant les facteurs endogènes et les facteurs exogènes. Mais tout en nous livrant à cette analyse, cette nécessaire analyse, surtout en cette fin d'année, nous ne saurions passer sous silence les coups fourrés. Les coups fourrés du Canada, oui, le Canada continue, n'est-ce pas, de nous baiser. Nous ne pouvons passer sous silence non plus les coups fourrés des États-Unis, si bien que, en dehors des grands principes, en dehors des grandes déclarations de principes auxquelles le Canada commence à nous habituer depuis un certain nombre de semaines, nous devons continuer à nous demander, mais à quel jeu le Canada et les États-Unis jouent-ils conjointement? Au fait, ils nous prennent ces deux pays-là pour des cons. Ils utilisent le paradigme de la carotte. Le Canada semble nous donner un petit bonbon pour nous faire perdre, n'est-ce pas, notre lucidité, pour nous faire baisser la garde, et tandis que le Canada nous lance un bonbon d'une main, de l'autre côté, ce même Canada continue à nous fourrer, comme si nous étions, n'est-ce pas, des canards sauvages. Soyons vigilants. L'heure est à la vigilance. Alors, j'ai mis la table. J'aurai besoin de toute votre attention, de toute votre lucidité. Et vous connaissez le rituel à ce stade-ci de l'émission. Une bonne tasse de thé, une bonne tasse de café, une bonne tasse de chocolat chaud. Bref, tout ce qui est de nature à vous garder éveillé, car aujourd'hui encore, nous allons nous dire les vraies affaires. Restez là, je vous reviens après la pause que voici, c'est convenu. À tout à l'heure. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Vous vous souvenez, le jour même de l'assassinat du président Jovenel Moïse, je vous avais présenté la théorie de Charles Pasqua. En quoi consiste cette théorie? Elle est simple, cette théorie. Quand vous êtes embêté par une affaire, vous devez créer une affaire dans l'affaire, créer une troisième affaire dans la même affaire, et à la troisième affaire, plus personne ne se souviendra plus de la première affaire. Et c'est exactement ce que la communauté internationale, le Canada, les États-Unis, sont en train de nous faire. L'affaire a commencé comment? Un président
a été assassiné chez lui, à la barbe de l'ambassade américaine, à la barbe des services secrets américains, et tout le monde comprend, je vous l'avais dit dès le soir même du 7 juillet 2020, que si vous voulez comprendre le meurtre du président Jovenel Moïse, vous devez regarder, vous devez suivre la piste des services secrets américains, vous devez suivre la piste, n'est-ce pas, des conflits internes du PHTK, et vous devez regarder du côté des oligarques, dont quelques-uns étaient frustrés par quelques déclarations et quelques gestes assez timides, somme toute, du président Jovenel Moïse. Et j'ai la joie de constater que près de 2 ans plus tard, ces 3 pistes-là n'ont jamais été démenties. Sauf que les États-Unis sont embêtés par cela. Personne n'est assez dupe pour s'imaginer que 60 Colombiens seraient entrés en Haïti, 60 Colombiens dont quelques-uns ont été entraînés, n'est-ce pas, aux États-Unis, 60 Colombiens, donc d'anciens militaires, dont quelques-uns sont sortis de prison et ont reçu un passeport pour faire le voyage à cet effet. Personne ne s'imagine qu'une firme qui a pignon sur rue en Floride peut embaucher des Colombiens, soi-disant, qui ont reçu pour mission soit de protéger des hauts dignitaires de l'État haïtien ou bien pour arrêter ce qui est encore plus loufoque, le président haïtien. Personne ne s'imagine qu'avec une firme qui a pignon sur rue en Floride, avec des Colombiens, n'est-ce pas, bien entraînés, donc d'anciens militaires colombiens dont quelques-uns ont reçu leur formation aux États-Unis. Personne, bref, ne peut s'imaginer que 60 Colombiens entrent en Haïti. Ils sont établis 6 mois avant le meurtre. Ils entrent avec des armes, on leur loue une maison sans que le département d'État, sans que l'ambassade américaine, sans que les services secrets américains aient été informés de cela. S'ils ont été informés et qu'ils n'aient pas réagi, c'est que ce meurtre-là a fait leur affaire. Et il faut rappeler ça, les amis. Il faut rappeler cela. Ça fait pas 150 ans depuis que ce meurtre a été perpétré. Ça fait même pas 2 ans encore. Et pourtant, le pari que les stratèges du département d'État américain font, le pari que les stratèges canadiens font, c'est qu'ils vont nous créer suffisamment d'affaires dans cette première affaire qu'on va tout de suite oublier l'affaire originelle. Et mon travail, c'est de vous rappeler que non, nous n'avons pas le droit d'oublier. Sauf que le meurtre de Jovenel Moïse s'explique aussi par les conflits internes du PHTK. Les intrigues entre Laurent Lamotte et Michel Martelly. Ce Laurent Lamotte qui, après avoir été le grand argentier de Michel Martelly, s'est fait coiffer, n'est-ce pas, au poteau en termes de moyens économiques par Michel Martelly, qui s'est révélé plus grand voleur que lui. Et Michel Martelly qui s'est arrangé pour que Laurent Lamotte ne puisse se présenter comme candidat à la présidence, puisque, ayant été Premier ministre, il ne pouvait se présenter, n'est-ce pas, à la magistrature suprême sans être titulaire d'une décharge administrative. Et imaginez, Jovenel Moïse, trompant ainsi sa promesse qu'il avait faite à Michel Martelly, eh bien, Jovenel Moïse a émis une décharge à Laurent Lamotte. Et suivez bien la chronologie. Moins de 48 heures après que Jovenel Moïse eut publié dans les colonnes du Moniteur, c'est-à-dire le journal officiel de l'État haïtien, moins de 48 heures après que le président Jovenel Moïse eut accordé décharge au rival de Michel Martelly, Laurent Lamotte, eh bien, on a assassiné le président. Il n'y a pas de hasard en histoire, les amis, tout s'enchaîne. Et donc, une deuxième piste sur laquelle il faut continuer à regarder, une deuxième piste qu'il faut continuer à creuser pour comprendre l'assassinat de Jovenel Moïse, c'est la piste PHTK. Et là, c'est emmerdant parce que Michel Martelly, tout le monde le sait maintenant, puisque Joseph Lambert décide de passer à table en disant que Michel Martelly n'avait jamais été élu. C'est suite aux pressions insistantes
des États-Unis. C'est suite aux pressions insistantes de Hillary Clinton. C'est suite aux pressions insistantes du corps groupe qu'on a décidé de nommer Michel Martelly sur la liste des candidats admis au second tour. Et dès qu'il était admis au second tour, la communauté internationale nous l'a imposé comme président. Le président du Conseil électoral provisoire lui-même, qui s'est enfermé dans un silence sépulcral pendant ces 12 dernières années, dans une rare déclaration qu'il a faite il y a quelques semaines, a dit effectivement les résultats que nous, les membres du Conseil électoral provisoire, nous avions entre les mains, ne correspondent pas du tout aux résultats de la communauté internationale, résultats au terme desquels Michel Martelly fut proclamé président d'Haïti. Donc, les États-Unis, le Canada, la France, parce qu'il s'agit d'eux au sein du corps groupe, sont embêtés par le fait que cet assassinat a été perpétré par une équipe PHTK qu'eux-mêmes, ces pays-là, ont choisi. Non seulement cet assassinat a été perpétré sur un président de PHTK par une équipe de PHTK, mais pendant l'assassinat, c'est un premier ministre de PHTK qui fut en place. Nous allons revenir au cas très intriguant de Claude Joseph. Et non seulement le président Jovenel Moïse a été assassiné par une équipe de PHTK, mais la même communauté internationale a décidé de nommer par un tweet un premier ministre qui lui-même est issu de la famille PHTK. Et malgré le fait que ce dernier ne dispose ni de légitimité populaire, ni de légitimité légale, de légitimité constitutionnelle, cela va sans dire, la communauté internationale continue de le soutenir, de le porter à bout de bras. Donc, la crise haïtienne, la crise politique haïtienne des 10 dernières années est d'abord et avant tout une crise concoctée par les trois pays que sont les États-Unis, le Canada et la France. S'il est vrai qu'en tant que nation, nous devons regarder, n'est-ce pas, nos faiblesses à nous, mais ce serait nous tromper profondément que d'expliquer l'échec haïtien sans tenir compte de l'emprise des États-Unis, du Canada et de la France et de leur volonté de faire en sorte que ce pays-là, n'est-ce pas, patauge et se perpétue dans une crise politique. Et je vous montrerai tout à l'heure quels sont les avantages que le Canada tire de la crise politique haïtienne. Donc, nous devons garder à l'esprit cette première affaire et ne pas nous laisser prendre, n'est-ce pas, au piège de la doctrine de Pasqua, nous laisser inonder par des affaires dans la première affaire au point d'oublier la première affaire. Nous devons maintenir vivante la première affaire. Et donc, les États-Unis, le Canada, la France sont embêtés par cette première affaire car ils tiennent à un premier ministre PHTK, lequel PHTK, parti politique de Michel Martelly, a assassiné le président Jovenel Moïse. C'est la troisième piste, je dois vous la rappeler, c'est la piste des oligarques. Des gens riches qui sont arrivés en Haïti très tardivement, beaucoup d'entre eux au 19e siècle, n'est-ce pas, à la faveur de la crise religieuse, à la faveur de la crise politique qui se perpétrait, n'est-ce pas, au Moyen-Orient et qui sont arrivés chez nous en quête, n'est-ce pas, d'un asile, qui sont arrivés chez nous, n'est-ce pas, en quête d'une terre d'accueil. Nous leur avons ouvert nos frontières et aujourd'hui, ces gens-là nous payent en monnaie de singe. C'est des gens qui détiennent des monopoles. C'est des gens qui détiennent, n'est-ce pas, des ports. Imaginez un pays qui permet à des individus d'avoir leur propre port et de faire rentrer chez nous tout ce qu'ils veulent sans aucun contrôle de l'État. C'est des gens qui ne payent pas d'impôts, c'est des gens qui ne payent pas de taxes et c'est des gens qui achètent les dirigeants de manière à les corrompre, de manière à s'assurer que ces derniers ne prennent aucune décision en faveur de la collectivité, mais des décisions d'affaires qui les favorisent eux et qu'ils continuent à s'enrichir. C'est ces gens-là qui arment, n'est-ce pas, nos jeunes. C'est eux qui,
déposent dans leurs mains des armes de guerre de manière à ce que la population haïtienne ne puisse jamais connaître, n'est-ce pas, un temps de paix, de manière à ce que la société haïtienne ne puisse jamais vivre, n'est-ce pas, une stabilité véritable. Ils animent ce qu'il convient d'appeler, n'ayons pas peur du mot, n'est-ce pas, une guerre civile, une guerre entre gangs, etc. Et donc, tous ces gens-là, beaucoup d'entre eux, détiennent des passeports américains. Ces gens-là détiennent une résidence, n'est-ce pas, américaine. Leur compte bancaire, pour la plupart, se trouve aux États-Unis. Ils brassent des affaires aux États-Unis, en sorte que les États-Unis sont pas mal embêtés par le fait que c'est un président PHTK qui est assassiné par, n'est-ce pas, des intrigues PHTKistes et par des oligarques qui détiennent leur résidence, leur compte bancaire ou la citoyenneté américaine. Et au fur et à mesure que la société haïtienne prend conscience de tout cela, au fur et à mesure que les Haïtiens, n'est-ce pas, prennent conscience de cet imbroglio concocté par les trois pays mafieux que sont les États-Unis, le Canada et la France, eh bien, le Canada et la France ont convenu de jouer avec nous en nous donnant l'impression qu'ils sont de nos côtés, de notre côté. Le Canada en particulier, n'est-ce pas, se projette comme un leader de quoi, je ne sais pas, en nous balançant à la figure ce qui semble être un bonbon, mais en restant les maîtres du jeu de la politique haïtienne. Or, mon travail ici, c'est de vous aider à voir clair dans ce jeu de dupes, c'est de vous aider à voir clair dans ces coups de poker, de telle sorte que nous demeurions vigilants, que nous demeurions exigeants vis-à-vis des États-Unis, du Canada et de la France, et que nous leur demandions rien de moins que de reprendre le contrôle de notre destin politique. Nous ne voulons pas d'un leader qui serait le Canada. Le Canada comme leader ne viendra exercer que le même type de leadership des États-Unis. Au fond, Haïti, nous devons nous le rappeler, est un pays à vocation indépendante. Donc on ne veut pas le leadership du Canada, on ne veut pas le leadership des États-Unis. Au fait, on ne veut le leadership de personne. Haïti doit reprendre le contrôle de son destin. Et toutes les manœuvres auxquelles nous assistons de la part du Canada, de la part des États-Unis, ce sont des manœuvres qui visent à maintenir ce système de néocolonisation. Haïti ne serait plus un pays indépendant, les Haïtiens ne seraient plus un peuple indépendant, mais on serait, si vous voulez, des néocolonisés et on aurait pour leader le Canada. Au fait, que ce soit le Canada ou les États-Unis, nous ne voulons pas de leader étranger, nous voulons reprendre le contrôle de notre destin. Et donc tout ce à quoi nous assistons, les grandes déclarations de principe, les soi-disant sanctions du Canada, qui ne donnent rien à date. Est-ce que vous le réalisez? Ces sanctions-là ne donnent rien. On essaie de nous endormir, car ils nous préparent autre chose. Si vous voulez savoir ce que le Canada et les États-Unis sont en train de nous préparer, regardez la visite de Bob Ray cette semaine en Haïti. Regardez à quoi il est allé jouer en Haïti en rencontrant, n'est-ce pas, Ariel Henry, en rencontrant les politiciens qui se comportent comme des enfants au kindergarten, qui attendent, n'est-ce pas, un maître d'école. Si vous voulez comprendre l'intention véritable du Canada, qui n'est autre que de sauver le système néocolonialiste, pendant que Mélanie Joly y va avec des déclarations de principe, on sanctionne un tel, on sanctionne une telle, enfin il n'y a même pas d'une telle, on sanctionne un tel, Bob Ray entre en Haïti pour tenter de nous entrer, une fois de plus, des élections bidons dans la gorge sous le gouvernement d'Ariel Henry. Donc vous notez qu'on nous prend vraiment pour des canards sauvages. Non. On ne veut ni du leadership du Canada, ni du leadership des Américains. Nous voulons reprendre le contrôle de notre destin politique. Donc maintenant, on va regarder ces sanctions. Ces nouvelles sanctions contre 3 oligarques, n'est-ce pas, haïtiens, et on va voir que tout cela, ce ne sont que des déclarations de principe, tout cela n'est que du bruit. Dans la réalité, rien ne change dans la vie de ces 3 nouveaux sanctionnés. Regardons ça de plus près. Cette semaine, le Canada, et n'oublions pas, il y a un ordonnancement. Le Canada choisit d'abord, le d'abord ici est important car
Dès qu'on dit d'abord, il y a un ensuite, regardons d'abord, le Canada annonce qu'il sanctionne Gilbert Bidjo, qu'il sanctionne Reynold Dib, qu'il sanctionne Cherif Abdallah. Au fait, personne n'est dupe. Bidjo, Gilbert Bidjo, c'est quelqu'un qui emmène large. Il est probablement l'homme le plus riche d'Haïti. C'est un homme qui détient le monopole en tant de choses. Il détient le monopole du fer, il détient le monopole du ciment. Imaginez, dans un pays où tout le monde veut construire sa petite maison, dans un pays où les Haïtiens de l'extérieur, n'est-ce pas, envoient de l'argent pour se construire, si vous voulez, une petite maison dans l'intention, dans l'espérance un jour d'aller profiter de leur retraite, eh bien, celui qui a le monopole du fer dans ce pays-là, c'est Bidjo. Non seulement a-t-il le monopole du fer, mais Bidjo, imaginez l'aberration, est propriétaire d'un port privé en Haïti. Donc Bidjo importe ce qu'il veut, échappant ainsi au contrôle de l'État. Et ce qu'il fait là, il ne le fait pas en cachette, il a négocié la possession du port Lafito. Donc, il fait entrer tout ce qu'il veut, il échappe au contrôle de l'État, il ne paye pas d'impôts, il ne paye pas de taxes. Au fait, les États-Unis d'Amérique sont très au courant de cela. Je vous rappelle que sous Donald Trump, le département d'État avait sorti une note justement pour montrer que les oligarques haïtiens, n'est-ce pas, ne payent pas leurs impôts et que parce qu'ils refusent de payer leurs taxes et leurs impôts, eh bien cela fait perdre des millions de dollars par année à l'État haïtien. Or, ce Gilbert Bidjo, ce n'est pas un inconnu des autorités américaines. Gilbert Bidjo, n'est-ce pas, c'est quelqu'un qui paye des lobbies au sein du Sénat américain, c'est quelqu'un qui paye des lobbies au sein du Congrès américain pour s'assurer de n'être jamais inquiété. Et vous notez une différence? Quand le Canada avait sanctionné Joseph Lambert, quand le Canada avait sanctionné Youri Latortue, les États-Unis ont tout de suite suivi le bal. Ils ont sanctionné aussi tout de suite Youri Latortue et Joseph Lambert. Mais vous notez que depuis que le Canada fait cette déclaration de principe, j'appelle ça une déclaration de principe, depuis que le Canada dit sanctionner Michel Martelly, depuis que le Canada dit sanctionner, n'est-ce pas, Laurent Lamotte, depuis que le Canada dit sanctionner Gilbert Bidjo, dit sanctionner, n'est-ce pas, Reynold Dib et Cherif Abdallah, vous notez que les États-Unis ne suivent pas. Et vous savez quel prétexte ils nous sortent, les États-Unis? Vous savez, parmi ces gens-là que le Canada sanctionne, il y en a qui détiennent la résidence américaine, il y en a qui détiennent la citoyenneté américaine, et on ne pourra pas les sanctionner. Vraiment? Mais vous nous prenez pour des imbéciles? Je vis au Canada. Je suis un ressortissant haïtien vivant au Canada depuis 33 ans. Je détiens un passeport canadien. Précisément parce que je détiens un passeport canadien, cela permet à l'État canadien d'exercer, si la loi le lui permet, toutes les sanctions qu'il veut, n'est-ce pas, exercer sur moi, précisément parce que je suis un citoyen canadien. Donc je ne pourrais pas faire valoir un autre droit, je ne pourrais pas faire valoir un autre principe que le droit canadien. Et donc si le Canada doit procéder à des saisies de mes biens, si le Canada doit procéder, n'est-ce pas, à des sanctions financières ou économiques contre moi, eh bien, il dispose de tous les moyens précisément parce que je suis citoyen canadien et je ne pourrais évoquer un autre droit que le droit canadien. Les États-Unis semblent dire, se moquant ainsi de nous, qu'il leur est plus facile de sanctionner un étranger qui n'a rien à voir avec leur loi, un étranger qui ne vit pas sur leur territoire. Est-ce que vous suivez comment ils nous prennent pour des imbéciles? Est-ce que vous suivez l'aberration de la chose? Les États-Unis disent, c'était plus facile pour nous de sanctionner Joseph Lambert, parce que Joseph Lambert n'est ni résident américain, ni citoyen américain. Vraiment, c'était plus facile pour nous de sanctionner Youri Latortue, car celui-ci n'est ni résident, ni américain. Mais, s'il s'agit de résidents américains, vivant sur le territoire américain, s'il s'agit de citoyens américains vivant sur le territoire américain, vous savez, c'est beaucoup plus difficile pour nous. Mais à moins que vous soyez vous-même un imbécile, vous nous prenez, monsieur le chargé d'affaires des États-Unis à Port-au-Prince, vous nous prenez vraiment pour un imbécile.
il serait d'autant plus facile pour les États-Unis du point de vue du droit d'appliquer ces sanctions sur un ressortissant vivant sur le territoire américain. Il serait beaucoup plus facile pour les États-Unis d'appliquer ces sanctions-là sur un citoyen américain que d'appliquer les mêmes sanctions sur un citoyen étranger. Et là, ils nous disent, ouais, s'agissant d'un étranger, c'est plus facile, mais quand il s'agit de résidents, c'est beaucoup plus difficile. L'affaire, c'est que vous avez même des gens de droit qui avalent cette salade, qui avalent cette bêtise, foutaise. Les États-Unis n'ont jamais été sérieux dans leur déclaration qui consistait à punir ceux et celles qui sont véritablement engagés dans la corruption en Haïti. Les États-Unis n'ont jamais été sérieux dans leur désir, dans leur déclaration, disant qu'ils étaient prêts à punir ceux qui sont impliqués dans le gangstérisme en Haïti. Non. Ils ont puni de petits joueurs. Ils ont effrayé Joseph Lambert. Pour quelle raison ont-ils effrayé Joseph Lambert? Je reproche énormément de choses à Joseph Lambert. À mes yeux, c'est un salaud. Mais Joseph Lambert demeure quand même un élu. Il demeure l'élu de la dernière institution élue du pays, à savoir le Sénat. Et donc, en détruisant ce dernier élu de la dernière institution élue du pays, le Canada et les États-Unis se sont donné libre jeu pour faire ce qu'ils veulent sans tenir compte de nos institutions. Non seulement ont-ils encouragé Michel Martelly, non seulement ont-ils encouragé Jovenel Moïse, n'est-ce pas, à fouler aux pieds notre Constitution, mais il leur fallait se débarrasser de Joseph Lambert, qui pouvait se targuer d'être le président du Sénat haïtien, en le sanctionnant, en le détruisant, n'est-ce pas? Là, ils viennent de se débarrasser d'un obstacle qui pouvait les empêcher de faire ce qu'ils veulent en matière de manœuvre électorale. Je ne verse pas une seule larme pour Joseph Lambert. Joseph Lambert qui, selon ses propres dires, a travaillé pour les Américains pendant les 30 dernières années, qu'il se débrouille entre salauds, mais je veux vous faire remarquer que quand il s'agissait de quelqu'un dont il voulait vraiment se débarrasser, les États-Unis n'ont pas hésité une seconde à appliquer les sanctions. Et depuis, ils disent, on ne peut pas sanctionner ceux qui vivent chez nous. Voyons donc. Voyons donc. Les États-Unis sanctionnent des élus chez eux. Je me souviens de cette mairesse, n'est-ce pas, en Floride, d'origine haïtienne. Lorsqu'elle a été reconnue coupable, n'est-ce pas, de manœuvres frauduleuses, eh bien, les policiers sont allés lui passer une paire de menottes, malgré le fait qu'elle fût une élue. Et aujourd'hui encore, hélas, elle se retrouve en prison. Alors les États-Unis nous disent, on ne peut pas appliquer des sanctions contre Laurent Lamotte parce que c'est un résident américain. On ne peut pas appliquer des sanctions contre Michel Martelly parce que c'est un citoyen américain. Ah bon Dieu, si vous ne pouvez pas faire appliquer vos sanctions contre vos propres ressortissants, vous voulez me faire croire que vous pouvez appliquer ces sanctions contre un ressortissant étranger vivant sur un territoire étranger. Voyons donc. Les États-Unis et le Canada nous prennent pour des imbéciles. Car même si le Canada y va avec ses déclarations de principe, le Canada agit toujours de concert avec les États-Unis. Si le Canada lui-même était sérieux dans son régime de sanctions, qu'est-ce qu'il dirait? Eh bien, on entendrait Mélanie Joly, on entendrait Justin Trudeau dire « Nous allons faire pression », suivez mon regard, sur les États-Unis, car il faut en rire, pour que les États-Unis sanctionnent les gens que nous avons sanctionnés. Justin Trudeau, Mélanie Joly sont allés avec leur déclaration de principe, mais s'agissant de leur maître qui leur a confié le leadership d'Haïti, comme si Haïti leur appartenait en propre, comme si Haïti c'était bien papa, s'agissant de leur maître qui leur a confié la mission d'être le leader en Haïti, le Canada n'est même pas foutu de dire que les États-Unis ne sont pas sérieux dans leur régime de sanctions, car nous pouvons sanctionner nos ressortissants, nous pouvons sanctionner nos citoyens, mais les États-Unis disent non, nous sommes trop faibles comme grande puissance du monde pour sanctionner les Laurent Lamotte, les Michel Martelly,
pour sanctionner les Bidjo, pour sanctionner les Renoldib, pour sanctionner les shérifs Abdallah. La vérité, c'est que ces oligarques-là exécutent si fidèlement le plan des Américains que les Américains ne peuvent pas les punir pour de vrai. Je vous ai dit, Bidjo paye la campagne, n'est-ce pas, électorale des sénateurs américains. Bidjo paye la campagne, n'est-ce pas, des congressmen américains. Ces lobbies sont puissants et ce n'est pas demain matin qu'on va voir les États-Unis dire « Nous allons effectivement sanctionner, nous aussi, Gilbert Bidjo, Renoldib et Shérif Abdallah. » Et remarquez une chose, le seul qui se soit plaint de la fermeture de son compte bancaire, c'est Henri Séan, le notaire. On a fermé ses comptes. On a appris, n'est-ce pas, que ses comptes bancaires en Haïti sont gelés, ses comptes sont fermés, etc. Avez-vous entendu le début de commencement de la même chose pour Michel Martelly? Michel Martelly détient une villa en Haïti. Une villa qu'il a construite parce que, là encore, selon ses propres dires, l'Unibank lui a prêté 9 millions de dollars. Waouh! Si Unibank lui a prêté tant d'argent, il est en train de rembourser. Avez-vous entendu, n'est-ce pas, une seule banque dire que nous avons fermé les comptes de Laurent Lamotte, mais ces gens-là détiennent des biens chez nous. Depuis près d'une semaine maintenant que le Canada sanctionne Gilbert Bidjo, que le Canada sanctionne, n'est-ce pas, Renoldib, que le Canada sanctionne, soi-disant, Shérif Abdallah, avez-vous entendu dire que les banques ont fermé leurs comptes? Le Canada et les États-Unis, je vous l'avais dit, sont en train de se foutre de notre gueule. Et je vais vous montrer la véritable intention du Canada derrière cette manœuvre, derrière ce dîner de cons qu'ils sont en train de nous organiser. Au fait, ils veulent que nous oublions l'affaire originelle. Ils sont en train de nous créer des affaires dans l'affaire pour qu'on oublie qu'ils ont les deux mains trempées dans l'assassinat de Jovenel Moïse, qu'ils ont donné leur bénédiction à PHTK pour assassiner le président Jovenel Moïse, qu'ils ont donné leur bénédiction aux oligarques haïtiens pour l'assassiner, et là, ils sont mal pris. Ils veulent bien nous donner l'impression qu'ils font quelque chose. En réalité, ils ne foutent rien. Regardons maintenant l'intention du Canada. Qu'est-ce qu'on entend par le leadership qu'on confie au Canada? Devinez, les États-Unis disent au Canada, nous voulons que vous preniez le leadership. Bon Dieu, est-ce qu'il s'agit d'une autre colonie là? Est-ce qu'il s'agit d'un autre État américain? On parle d'Haïti, le pays de Dessalines. Et maintenant, ce sont les États-Unis qui décident d'accorder le leadership d'Haïti au Canada. Et les Haïtiens applaudissent et disent, ah oui, le leadership du Canada va être plus humain. Voyons donc, les amis. On va essayer de comprendre l'intention véritable du Canada dans son prétendu leadership d'Haïti, que je ne reconnais pas, que vous ne devriez pas reconnaître non plus. Le voici, il vient de sortir de presse. Eh bien, comme convenu, depuis le 1er octobre, donc il est disponible, et ceux qui l'avaient précommandé sont en train de le recevoir ou vont le recevoir. Au fait, ceux qui avaient commandé la version française sont en train de recevoir leur copie. Quant à la version anglaise, elle sort de presse le 10 octobre prochain, et si vous l'aviez précommandé, vous allez recevoir votre copie dans les jours qui suivent. C'est une biographie à laquelle j'ai consacré beaucoup d'amour et beaucoup d'énergie, plus de 390 pages de biographie sur Toussaint Louverture. On y découvre un Toussaint Louverture très fier, un Toussaint Louverture sans complexe, un Toussaint Louverture très proche de son peuple. Il recevait tous les soirs en sa résidence Monsieur et Madame Tout-le-Monde pour s'assurer que ses politiques publiques étaient en parfaite adéquation avec les besoins de son peuple. On y découvre aussi un Toussaint Louverture qui construisait des écoles, qui construisait des villes, un Toussaint Louverture qui prononçait des discours dans l'intention ferme que ces phrases soient retenues par la postérité. Et en parlant de phrases, je vais vous faire une citation au fait de Toussaint Louverture. C'est l'une de ces phrases que je préfère, d'autant qu'elle est pertinente.
dans notre Haïti d'aujourd'hui. Écoutez ce qu'avait prononcé Toussaint Louverture lors d'un discours au Mall Saint-Nicolas. Il est facile d'abattre l'arbre de la liberté, mais pas si facile de lui redonner vie. Je pense que nous sommes en train de vivre cela. Il est tellement facile d'abattre quelque chose de grand, quelque chose de noble, mais s'agissant de reconstruire, n'est-ce pas, cet héritage, c'est plus difficile. Honnêtement, c'est un livre à avoir, c'est un livre à lire en tant que Noir, en tant qu'Haïtien, en tant que personne de bonne volonté qui s'intéresse à l'autodétermination des peuples. C'est un livre à donner, à passer à ses enfants pour qu'on réalise à quel point nos ancêtres étaient en avance sur leur temps. Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime, désormais disponible partout et en particulier sur mon site. Toussaint Louverture. Avez-vous votre copie? Allez, à bientôt. Maintenant, la question que nous devons nous poser, elle est la suivante. À quel jeu véritable joue le Canada? Face aux Haïtiens lucides, le Canada a beaucoup de choses à se reprocher. En fait, je vais retourner la phrase. Les Haïtiens lucides ont beaucoup de choses à reprocher au Canada. Première chose, le Canada a renversé le seul président légitimement élu dans toute l'histoire du pays, le président Jean-Bertrand Aristide, à qui on reproche, avec raison, quant à moi, beaucoup de choses. Mais c'est quand même le seul président légitimement élu de ce pays. Le Canada l'a renversé. Initiative d'Ottawa sur Haïti, 2003. Le Canada a fomenté le coup d'État de René Préval contre Leslie François Manigat. Ces deux-là devraient aller au second tour électoral et cette prétendue communauté internationale a dit qu'il n'y aurait pas de second tour. René Préval est élu parce qu'on craignait la verticalité, l'érudition, la lucidité de Leslie Manigat. Le Canada a fomenté le coup d'État de Michel Martelly contre le Conseil électoral provisoire. Pour quelle raison le Canada a-t-il choisi Michel Martelly? Mais parce que Clinton voulait un gars comme Michel Martelly qui a tant de squelettes dans son placard. Pour quelle raison? Parce que Hillary Clinton, alors secrétaire général, secrétaire d'État des États-Unis, son frère, qui est mort depuis, était à la tête d'une compagnie minière et il voulait avoir le monopole de ces exploitations, de ces explorations minières en Haïti. Et avec Michel Martelly, ils étaient sûrs qu'ils auraient tout ce qu'ils voulaient. Le Canada, une fois de plus, n'est-ce pas, est coupable du coup d'État d'Ariel Henry contre la Constitution haïtienne. Le Canada, avec les autres pays du core group, a tweeté pour nommer et maintenir Ariel au pouvoir. Alors, ne vous trompez pas sur la véritable nature du Canada. Entre le Canada et les États-Unis, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Que les États-Unis disent, mais quelle insulte, nous allons confier le leadership d'Haïti au Canada, mais de quel droit? Haïti, pas pays, papa américain. Et que le Canada, comble l'insulte, dise, écoutez, nous avons accepté le leadership que nous confient les États-Unis comme si c'était pays papa. C'est aussi insultant. Le Canada n'est pas sain. Le Canada n'est pas innocent dans la crise politique haïtienne, car je vous l'avais dit, quand ça va mal en Haïti, ça va bien pour le Canada. Je vais vous le prouver. Il y a un peu plus de 2 semaines maintenant, Statistique Canada, c'est l'entité gouvernementale qui compile des chiffres, qui compile des données sur toutes sortes, n'est-ce pas, de secteurs au pays. Et Statistique Canada nous a appris il y a un peu plus de 2 semaines, écoutez bien, que le Canada, c'est le pays qui détient le plus haut taux de diplomation parmi les pays du G7. Imaginez ce qui m'a surpris, que la population canadienne détient un taux de diplomation plus élevé que même le Japon. Au fait,
Je vais vous donner plus de détails. Un Canadien sur 3 détient un diplôme universitaire. Mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Le Canada détient, enfin, est composé d'une population qui détient le taux de diplomation le plus élevé au monde. Un Canadien sur 3 détient un diplôme universitaire. Mais c'est extraordinaire pour le Canada. Aujourd'hui, on le sait de plus en plus dans les sciences de la gestion, n'est-ce pas? Le capital humain, la matière grise, le cerveau, compte même plus que l'argent, car c'est le cerveau, c'est le capital humain, n'est-ce pas, qui lance des entreprises, c'est le capital humain qui crée la richesse avant de la distribuer. Que le Canada détienne ce taux élevé de diplomation, un Canadien sur 3 détient un diplôme universitaire, le Canada s'assure ainsi qu'il va toujours faire partie du peloton des 7 pays les plus avancés, même devant le Japon. Imaginez. Mais quand vous prenez le temps de lire les statistiques, Statistique Canada vous le dit clairement, si le Canada détient une population si cultivée, c'est grâce à l'immigration. Parce que le Canada, dès le début de son histoire, bien avant la Confédération de 1867, le Canada, c'est le premier pays au monde à cibler ses immigrants. Le Canada choisissait toujours ses immigrants en fonction de la couleur de leur peau. Ah oui, c'était un pays raciste, avec des politiques d'immigration racistes. Le Canada choisissait ses immigrants en fonction de leur portefeuille. Et le Canada choisissait ses immigrants et continue de choisir ses immigrants en fonction de leur niveau d'études. Et je vais vous dire plus. Le Québec aujourd'hui, qui est un État développé, grâce à ce qu'on appelle la révolution tranquille des années 60, 63, 64. Je vais vous le dire. Si vous ne le saviez pas, apprenez-le aujourd'hui. La révolution tranquille du Québec, le développement du Québec à partir des années 60 n'aurait tout simplement pas été possible sans l'apport des Haïtiens, sans l'apport des professionnels haïtiens, sans l'apport de l'immigration haïtienne. Et aujourd'hui encore, ne soyons pas dupes vis-à-vis du Canada, et en particulier lors de la crise de 2004, qui a vu littéralement, n'est-ce pas, l'hémorragie des cerveaux haïtiens. On a parlé de l'hémorragie des cerveaux haïtiens sous Duvalier dans les années 50. Lorsque le Canada a ouvert ses frontières justement pour accueillir médecins, avocats, ingénieurs et que sais-je encore, c'est grâce à leur contribution que le Québec va réaliser ce qu'on appelle la révolution tranquille, bref, son développement. Mais on oublie qu'au début des années 2000, le Canada accordait des milliers de résidences permanentes à ce qu'on appelle justement les travailleurs qualifiés. Dès que vous étiez universitaire, que vous aviez un diplôme universitaire, que vous aviez une expérience professionnelle, c'est pas compliqué, le Canada vous accordait la résidence permanente. Et puisque nous sommes des francophones, du moins des francophiles, imaginez où nous sommes venus vivre, au Québec. Tandis que le secteur de la santé du Québec repose sur les infirmières haïtiennes, sur les préposées haïtiennes, sur les auxiliaires haïtiennes. En Haïti, hélas, il n'y a même pas un membre du secteur de la santé pour 10 000 habitants. Tandis qu'au Canada, justement, vous avez beaucoup de médecins haïtiens. Vous savez que quand un médecin haïtien laisse Haïti, et en moyenne, il laisse Haïti 5 ans après n'est-ce pas, sa diplomation, après les États-Unis, le Canada, c'est le deuxième pays qui est visé par les médecins haïtiens. Et comme par hasard, le Canada développe des programmes en immigration précisément pour attirer les travailleurs étrangers. On va parler de entrée express, on va parler, n'est-ce pas, de programmes pour les travailleurs qualifiés, on va parler de programmes pour les travailleurs non qualifiés. Au fait, le Canada est en train de voler aux pays en voie de développement et aussi à Haïti toutes les ressources qui auraient pu faire le développement d'Haïti. Et s'il n'y a pas d'instabilité politique,
s'il n'y a pas de coup d'État, s'il n'y a pas de gangstérisme, s'il n'y a pas de kidnapping, tous ces professionnels, ils vont rester où chez eux? Et je vais vous dire mieux. Quand le premier Aristide, je vais l'appeler l'Aristide pur, l'Aristide authentique, fut élu, n'est-ce pas, dans les années 90, vous saviez qu'il y avait un véritable mouvement de la part des professionnels retraités du Canada et des États-Unis qui retiraient leur argent, qui retiraient leur avoir des banques canadiennes, des banques américaines pour rentrer chez eux. Il y avait ce slogan un peu démagogique, n'est-ce pas, reconnaissons-le, n'est-ce pas, du régime Lavalas, mais slogan quand même important, auquel il nous faut revenir, mais avec beaucoup plus de sérieux. Quand le président Aristide, une fois, dans un discours à Montréal, il regardait sa montre, il n'était pas encore président, il était candidat, j'étais là. Et ce discours-là m'a tellement touché. Il a dit, n'est-ce pas, il vient de croiser deux jeunes femmes haïtiennes. Et l'une a demandé l'heure à l'autre, et l'autre a dit, quelle heure il est? Et l'autre de répondre, c'est l'heure pour nous retourner la caille, il est temps de rentrer chez nous. Et il commençait à y avoir un mouvement. Des Haïtiens retiraient leur argent de leur compte bancaire pour retourner dans ce beau pays béni des dieux. Ce pays où il fait chaud tout le temps. Ce pays bordé de plages. Ce pays, n'est-ce pas, où le soleil se lève à profusion. Ce pays, n'est-ce pas, où on peut, si vous voulez, fournir du courant aux gens grâce à l'énergie éolienne. Et devant ce mouvement, le Canada et les États-Unis furent ébranlés. Il fallait arrêter abruptement ce mouvement qui, s'il continuait, pourrait drainer tous les cerveaux haïtiens vers ce petit pays paradisiaque de 27 000 km² pour en assurer le développement. Alors si vous pensez que le Canada ne tire pas profit de l'instabilité d'Haïti, détrompez-vous. Le Canada détient le taux de scolarisation le plus élevé au monde, même avant le Japon. Un Canadien sur 3 détient un diplôme universitaire et ce n'est pas grâce aux Canadiens pur laine, comme on les appelle ici, c'est grâce à l'immigration. Et s'agissant du Québec, on ne peut imaginer l'immigration au Québec sans l'inestimable contribution des Haïtiens. Alors détrompez-vous. Quand ça va mal en Haïti, ça rapporte au Canada. De même, quand ça va mal en Haïti, ça rapporte, n'est-ce pas, à la République dominicaine. Soyons moins naïfs vis-à-vis de l'image angélique du Canada. Le Canada est en train de siphonner Haïti de toutes les ressources qui pourraient faire son développement. Alors, quelle est l'intention véritable du Canada? L'intention véritable du Canada, c'est continuer d'animer l'instabilité politique en Haïti tout en nous donnant l'impression qu'il veut que ça marche. Regardez une chose. Cette semaine, Bob Rae est entré en Haïti avec un seul message. Un seul message, rencontrer les acteurs politiques de manière à ce qu'on puisse penser aux élections. Est-ce que vous imaginez l'arrogance de Bob Rae? Il se prend pour qui, Bob Rae? Alors Bob Rae se prend désormais pour le nouveau gouverneur d'Haïti parce que Anthony Blinken a demandé à sa patronne, à lui, Bob Rae, n'est-ce pas, à savoir Mélanie Joly, d'assurer le leadership d'Haïti. Mais de quel droit? Haïti ne vous appartient pas. Ce n'est pas pays papa nous lié. Haïti n'est pas une savane. Haïti n'est pas un moulin où on peut entrer comme ça et aller nous dicter des leçons, d'autant que le Canada n'a aucune crédibilité en la matière. Je rappelle, le Canada a renversé Jean-Bertrand Aristide. Le Canada nous a foutu le coup d'État de Préval, n'est-ce pas, contre les Slimaniga. Le Canada nous a foutu le coup d'État, n'est-ce pas, de Michel Martelly contre notre propre conseil électoral. Le Canada nous maintient un homme qui n'a aucune légitimité au pouvoir. Le Canada n'a aucune crédibilité. Alors Bob Rae rentre en Haïti. Il rencontre Ariel Henry pour lui parler d'organiser des élections et comme par hasard, il rencontre aussi les autres politiciens pour leur dire qu'il faut penser à organiser des élections. Bob Rae, allez voir ailleurs, ok? Et si je n'étais pas en honte, je vous dirais d'aller vous faire foutre. C'est précisément ce que j'aimerais vous dire. Mais je ne vous le dis pas d'aller vous faire foutre. Allez voir ailleurs.
Ce pays de Dessalines ne vous appartient pas. Les États-Unis ne détiennent aucune légitimité sur Haïti, en sorte que les États-Unis ne peuvent pas vous confier le leadership de notre pays. On ne peut même pas imaginer une coopération canadienne. C'est Jacques Chirac qui disait dans un moment de candeur extraordinaire, non seulement la France continue de voler les ressources minières, les ressources du sous-sol du continent africain, mais la France empêche le continent africain de faire son développement car elle lui pique ses meilleurs cerveaux. Elle leur offre, n'est-ce pas, des bourses, et une fois qu'elles ont étudié, n'est-ce pas, que ces ressources humaines-là ont étudié en France, c'est pas compliqué, elles viennent pour faire un baccalauréat, une maîtrise, un doc, et bien la France leur offre un poste, comme par hasard, elles s'installent en France, et au diable le développement de l'Afrique. C'est exactement ce que le Canada est en train de nous faire. Et si vous voulez comprendre scientifiquement ce que le Canada est en train de faire à Haïti, je vous réfère la thèse de doctorat de mon ami le docteur Lucien Prophète, docteur en droit ici à l'UDM. Et dans sa thèse de doctorat, il considère justement l'emprise du Canada sur Haïti par sa politique d'immigration, attirer les meilleurs cerveaux en provoquant chez nous ce qu'on appelle, n'est-ce pas, les facteurs d'instabilité, les push factors, et en même temps qu'ils créent l'instabilité, ils attirent ces gens chez eux par les pull factors. Donc, ne pensez pas que le Canada soit un pays angélique. Le Canada, c'est un pays néocolonialiste, comme la France, comme les États-Unis. Sauf que le Canada se fait des dents chez nous. Il faut botter le derrière du Canada avec autant de vigueur d'Haïti que je recommande qu'on botte le derrière des Américains du territoire haïtien. Alors, Bob Rae est en train de créer une fois de plus une instabilité politique en maintenant Ariel au pouvoir. Il lui demande d'organiser des élections et en dialoguant soi-disant avec les acteurs politiques haïtiens pour leur demander de trouver une option haïtienne qui passe évidemment par Ariel en vue de parvenir aux élections. Vraiment, le Canada, vous voulez notre bien. Vous voulez notre bien. Vous voulez qu'on organise des élections avec un premier ministre que vous-même, vous nous avez entré dans la gorge. Vous voulez qu'on organise des élections, n'est-ce pas, dans une situation où on est en train de nous kidnapper, où des bandits sont lourdement armés par les oligarques que vous continuez de soutenir, où des bandits sont lourdement armés précisément par les membres du parti PHTK, et vous voulez nous faire croire que vous voulez nous aider. Allez donc voir ailleurs si j'y suis. Donc, ne soyez pas naïfs. Je vous l'ai dit, je vous le redis, le salut d'Haïti viendra de ses propres fils. Le salut d'Haïti viendra lorsque ses enfants accepteront de s'asseoir autour de la même table pour se dire toute la vérité et pour dire il y a 193 pays au sein des Nations Unies. Nous ne sommes pas condamnés à demander l'aide du Canada. Je ne veux pas de l'aide du Canada. Nous ne sommes pas condamnés à quémander l'aide des Américains. Je ne veux pas de l'aide des Américains. Nous ne sommes pas condamnés à quémander l'aide de la France. Nous ne voulons pas de l'aide de la France. Ces trois pays-là nous ont baisés et continuent de nous baiser. Est-ce qu'on peut regarder la liste des 193 pays des Nations Unies et dire, écoutez, oui, notre police a besoin d'aide. Oui, nous avons besoin d'un appui technique. Mais nous allons demander cet appui technique à des pays qui nous ressemblent. Quand on construit un pays, les amis, la symbolique compte. Cette affaire de pays de blancs qui viennent toujours sauver un pays de noirs, moi, ça m'humilie. Je n'en veux pas. Le Canada, les États-Unis et la France, qui ont créé cette instabilité politique chez nous, viendraient avec leur armée nous sauver. Vous acceptez ça, vous? Encore un pays de blancs qui vient sauver un pays de nègres après que ce pays de blancs a créé l'instabilité dans ce pays. Mais bon Dieu, quand on veut construire un pays, la symbolique compte. Qu'est-ce qui nous empêche? Si nous avions, n'est-ce pas, un gouvernement patriote, si nous avions un gouvernement nationaliste, qu'est-ce qui nous empêcherait
de demander l'appui d'un pays comme le Mali, de demander l'appui d'un pays comme le Rwanda. Est-ce que vous vous souvenez que dans les années 90, le Rwanda a vécu la seule crise génocidaire du XXe siècle? Et aujourd'hui, il s'en sort. C'est l'un des pays les plus stables de l'Afrique. Il s'en sort économiquement parce qu'il y a eu un leader avec une vision. Parce qu'il a une équipe intègre et patriote qui donne le ton. Qu'est-ce qui nous empêcherait, si nous avions un gouvernement patriote, de demander l'aide du Rwanda, de demander l'aide de notre pays africain? Moi, ma position est claire. Un pays de blanc qui vient encore sauver un pays de noir, non, merci. Je ne nie pas que notre police ait besoin d'aide. Je ne nie pas que nous ayons besoin d'appui technique, mais cet appui-là, oh, 1000 fois non, ne doit plus venir d'un pays de blanc, précisément ceux-là qui ont créé la crise politique chez nous. Le Canada, les États-Unis et la France sont les co-auteurs de notre instabilité. Alors, ne venez pas jouer aux pompiers quand tout le monde sait que vous êtes des pyromanes. Vous nous l'avez demandé, nous avons le plaisir de vous apprendre que désormais, nos émissions, toutes nos émissions, sont disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, en français, en anglais et en créole. Nous sommes conscients que l'émission Lumière sur le monde est devenue une véritable plateforme familiale autour de laquelle des parents et des enfants se réunissent pour s'informer de ce qui se fait en Haïti, en Afrique ou ailleurs dans le monde. Pour vous faciliter la vie, nos émissions sont désormais disponibles avec des sous-titrages en 3 langues, français, créole et anglais. Nous progressons avec vous, nous marchons avec vous de manière à relever nos communautés et nos peuples. Nouveau, toutes nos émissions sont disponibles avec des sous-titrages en français, en anglais et en créole. On s'était promis, pourtant, de regarder de près nos handicaps. Qu'est-ce qui fait en sorte qu'Haïti patauge dans cette suite d'échecs? Eh bien, aujourd'hui, regardons la nature même de notre classe politique. Regardons le comportement de nos politiciens. D'abord, c'est des gens qui veulent le pouvoir pour le pouvoir. Le pouvoir est beau, le pouvoir est euphorique, il est euphorisant, n'est-ce pas? D'autant que, en parvenant au pouvoir, on s'enrichit facilement. L'écrasante majorité de nos politiciens n'entrent pas en politique pour les bonnes raisons. L'écrasante majorité de nos politiciens n'entrent pas en politique pour servir, mais pour se servir. D'abord, nos politiciens n'ont pas de vision. Ils n'ont pas de préparation, ils n'ont pas de compétences pour appuyer leurs prétentions. Ils veulent le pouvoir pour le pouvoir. Et c'est pour ça qu'ils sont facilement achetables. C'est pour ça qu'ils sont facilement flexibles, qu'ils sont dociles, n'est-ce pas, aux mains de nos oppresseurs étrangers et de nos oppresseurs nationaux. Avez-vous remarqué cet autre coup fourré? Le secteur privé haïtien. Et j'ai bien regardé la signature des Bidjo, des Meuse, des Bossans et toutes les autres saloperies du même genre. Donc, le secteur privé des affaires qui sort une note de presse disant « Ok, nous reconnaissons que nous avons fait des affaires pendant 200 ans dans la magouille. Nous reconnaissons que nous avons fait des affaires dans l'illégalité. Nous reconnaissons que nous avons trempé dans nos crimes, mais nous allons changer. » Oh, bon Dieu, bon Dieu. Je regarde cette classe de politiciens, je regarde cette classe, n'est-ce pas, d'hommes d'affaires haïtiens. Eh bien, les hommes d'affaires qui ont publié une note, je dis, putain, qu'est-ce que vous pensez d'un tigre qui tout à coup dirait qu'il est végétarien? Imaginez si on coince un tigre pour lui dire, écoutez, tu vas arrêter de bouffer notre cheptel, tu vas arrêter de bouffer, n'est-ce pas, nos petits animaux. Et puis le tigre qui dirait, écoutez, bon, je vous promets que si vous me relâchez, je serai végétarien. Que diriez-vous de crocodile qui dirait, moi, je renonce à manger de la viande? Ils disent, nous reconnaissons avoir fait des affaires dans la magouille, mais puisque le Canada y va avec de grandes déclarations de principe, nous serons clean désormais, vraiment.
Le secteur des affaires dit, désormais, nous allons travailler au renforcement des institutions. Est-ce que vous vous souvenez, les amis, du groupe des 184 d'APED? Vous vous souvenez d'APED? Quand il fallait renverser le seul président constitutionnellement élu, il y avait le groupe des 184 et on parlait, n'est-ce pas, d'un nouveau contrat social pour Haïti. Aristide, une fois renversé, on cherche APED, on ne l'entend pas. On cherche 2 des 184, on ne les voit pas. Mais c'est exactement le même coup fourré que le secteur des affaires est en train de nous préparer. Le secteur des affaires s'aperçoit qu'on parvient, n'est-ce pas, à la fin de la vie utile de ce système d'exploitation, de ce système néo-féodal, de ce système d'ensauvagement de la population haïtienne. Et tout à coup, le secteur des affaires, tel mon tigre, dit « Nous allons arrêter de faire des magouilles. Nous reconnaissons que nous n'avons pas payé nos impôts, que nous n'avons pas payé nos taxes. Nous allons changer et nous allons aider à la mise en place, n'est-ce pas, d'institutions crédibles. » Vraiment. Vraiment. Vous imaginez Bidjo renoncer à ses monopoles? Vous imaginez Reynoldi renoncer au contrôle des douanes? Vous imaginez, n'est-ce pas, Bossan renoncer à toutes ces tactiques de gangstérisation de nos jeunes? Mais non. Mais non, les amis. Si on veut que ces gens-là changent, il faut avoir un gouvernement nationaliste qui va nationaliser leurs biens. Et il n'y a pas à en sortir de là. Quel est ce pays digne de ce nom qui laisse des individus posséder une douane, posséder un port? Quel est ce pays digne de ce nom qui laisse quelques familles à peine haïtiennes détenir des monopoles sur, n'est-ce pas, les secteurs névralgiques de la vie haïtienne? Alors, si l'on veut changer ces choses-là, nous devons changer la classe politique haïtienne. Et vous notez que le Canada, les États-Unis ne veulent pas de ce changement. Au contraire, Bob Ray va négocier avec ces gens-là. Parlons d'élections, même petit bagaille là. On dit au secteur des affaires, sortez donc un communiqué de presse pour dire que vous avez changé, même petit bagaille là. On ne pourra aller nulle part, les amis, avec ce type de politiciens. C'est des politiciens qui refusent de rendre des comptes. Je vous avais promis de vous parler de Claude Joseph. Imaginez ce monsieur. Lui, c'est un monsieur qui, en plus de m'énerver, me fait rire. Imaginez un homme qui était chef de gouvernement lorsque son chef d'État fut assassiné. Imaginez un président qui est assassiné par des coopérants colombiens, 60 au moins d'entre eux, qui se sont installés au pays 6 mois avant leur crime crapuleux. Le matin même de l'assassinat du président Jovenel Moïse, Claude Joseph, alors chef de gouvernement, se présente flanqué du chef de la police d'Haïti d'alors, Léon Charles. Son premier mot a été de dire « Tout est sous contrôle ». Waouh! Qu'est-ce qui est sous contrôle, Claude? Le chef de l'État vient d'être assassiné. Le pays, n'est-ce pas, est sous le contrôle de 60 Colombiens lourdement armés. Vous êtes flanqué de chef de la police, nous l'avons appris par la suite, à qui le président a téléphoné, mais qui n'a jamais dépêché des troupes vers sa résidence pour le protéger. Ce même Claude Joseph a pris la défense de Léon Charles. Quand des journaux colombiens disaient que Léon Charles est impliqué dans la planification de l'assassinat, Claude Joseph a dit, mais non. Claude Joseph, en tant que chef de gouvernement, fut le président du Conseil supérieur de la police nationale. Il devrait savoir. Il ne peut pas se contenter de dire « je ne sais pas ». Vous savez, il y a un principe qu'on appelle le principe de précaution en droit international. Un administrateur de l'État, un haut fonctionnaire de l'État ne peut pas dire « je ne savais pas ». On va lui demander, c'est l'expression consacrée, mais qu'avez-vous fait pour le savoir? Claude Joseph, vous étiez chef de gouvernement. Comment ça se fait que vous n'ayez pas eu vent de ce complot? Ah non, je ne sais pas, faille, mais si vous ne savez pas, qu'avez-vous fait pour le savoir? Il y a ce qu'on appelle l'ignorance volontaire, Claude.
C'est sous Claude Joseph qu'on a assassiné Nettie, cette jeune femme, Antoinette, qui était l'un des porte-étendards du mouvement Petro-Caribé. Où est l'argent de Petro-Caribé? C'est aussi sous Claude Joseph qu'on a assassiné le journaliste, entre autres, Diego Charles. Claude Joseph ne fait pas. Mon Dieu. Et là, je vous l'avais dit, 3 semaines après l'assassinat de Jovenel Moïse, je vous avais dit, d'abord, le jour même, j'ai dit, Martine Moïse serait candidate. Elle va annoncer sa candidature. Elle était encore à l'hôpital à Miami. Hôpital suivait mon regard. Et 2 jours plus tard, elle a annoncé sa candidature. Et je vous avais dit que le véritable candidat allait être Claude Joseph. Et je vous ai même dit, c'est le politicien le plus dangereux. Car c'est l'homme de Clinton. C'est le politicien le plus dangereux parce que lui, c'est un boursier, n'est-ce pas, de la National Endowment for Democracy, la NED américaine. Quand on investit dans ce cerveau-là, on va vouloir, n'est-ce pas, tirer profit de cet investissement-là. Avec Claude Joseph comme candidat, on est en train de nous refiler PHTK parce que Michel Martelly s'est brûlé. Et je dis, Claude Joseph me fait rire. Il dit, je n'étais pas au courant qu'on a planifié un complot en vue d'assassiner le président Jovenel Moïse. Je n'étais pas au courant d'un complot visant à assassiner les autres, mais je veux quand même être président. Putain, mais c'est ça. C'est précisément à cause de ces gens-là, de ce type de politiciens-là, qu'Haïti n'ira nulle part. Vous ne pouvez pas avoir été à la tête d'un gouvernement, ne jamais rendre compte de votre administration et vouloir être président, Claude. Vous êtes docteur en administration publique. L'administration publique, je vous rappelle ce petit principe. Moi aussi, je détiens une maîtrise en administration publique. L'administration publique repose sur le principe de la reddition de comptes. Quand vous avez été administrateur de l'État, quand vous avez été haut fonctionnaire de l'État, et dans votre cas, vous étiez chef de gouvernement, vous ne pouvez pas n'avoir pas rendu de compte et vouloir aspirer, si vous voulez, à la magistrature suprême. Tenez, j'ai une petite question pour vous, Claude Joseph. Le gouvernement de PHTK perçoit 1,50 $ sur chaque dollar que l'Haïtien envoie vers Haïti. 1,50 $ par envoi. Et normalement, cet argent devait être affecté à payer les professeurs. Dites-moi, Claude, où est passé cet argent? Pendant votre ministère, en tant que chef de gouvernement, jamais n'avez-vous rendu compte de cela. Et là, vous voulez nous faire croire que vous êtes qualifié pour être président parce que vous détenez un doctorat. Vraiment? Vraiment? Le problème de nos politiciens haïtiens, ce n'est pas seulement un manque de compétences, mais c'est aussi un manque de patriotisme. Ce n'est pas seulement un manque de patriotisme, mais c'est aussi le refus de rendre des comptes. Ce pays refuse de demander des comptes à ses fonctionnaires. Ce pays refuse de demander des comptes à ses administrateurs. Je refuse, moi, d'accepter cela. Claude Joseph, vous devez vous mettre à la disposition de la justice et vous préparer à vous défendre. Car il vous faudra dire ce que vous saviez et ce que vous ne saviez pas dans cette affaire. Alors, vos petits tours dans la diaspora, c'est de la bouillie pour des chats. Votre petit tour à Paris, votre désir de faire le tour de la diaspora pour vous camper en défenseur des droits haïtiens en République dominicaine, mon œil. Savez-vous pourquoi, Claude? Des Haïtiens vont se faire humilier en République dominicaine parce que l'État haïtien, dont vous avez été chef de gouvernement pendant un temps, pas seulement vous, parce que l'État haïtien ne s'est jamais occupé de sa population. En conséquence, les Haïtiens vont partout. Ils vont dans des partout-villes parce que vous avez rendu ce pays invivable en tant qu'administrateur. Alors, Claude, vous m'énervez, vous me faites rire. Et vous allez nous rendre des comptes, mon cher Claude. Continuez à vous amuser en faisant le tour du pays et de la diaspora, n'est-ce pas? Mais si vous pensez qu'on va oublier de vous demander des comptes, détrompez-vous.
il faudra qu'à un moment donné, les gens qui ont dirigé ce pays rendent compte de ce qu'ils savaient ou de ce qu'ils ne savaient pas. Car le jour viendra où on aura un gouvernement patriote. Le jour viendra où on aura un gouvernement qui sait qu'il doit rendre compte et qui doit exiger des comptes de la part de ses administrateurs. Si j'étais vous, Claude, j'irais m'asseoir, me consacrer à la préparation de ma défense avant qu'un gouvernement digne de ce nom ne vous demande des comptes. Mes chers amis, ce pays-là, c'est le plus beau pays que les dieux aient pu imaginer. Ce n'est pas pour rien que le Canada, les États-Unis, la France, n'est-ce pas, convoitent notre territoire. Ce n'est pas pour rien qu'ils sont à la base de toute l'instabilité politique. C'est pour faire en sorte que les gens sérieux ne restent pas dans ce pays et qu'ils puissent avoir le leadership. Leadership, mon œil. Pendant que nous allons continuer à demander des comptes à des politiciens comme Claude Joseph, Michel Martelly, Laura Lamotte et tous les autres. Pendant que nous allons demander des comptes à Claude Joseph de sa gestion de la chancellerie haïtienne, que de scandales n'ont eu lieu sous sa gouvernance en tant que chancelier haïtien dans nos bureaux à l'étranger, dans nos consulats, dans nos ambassades. Alors comme si de rien n'était, il fait le tour de la diaspora. Vraiment, Claude. Il viendra un jour où ce pays-là sera dirigé par de vrais patriotes. Il viendra un jour où ce pays-là sera dirigé par des gens compétents, des gens intègres, qui reconnaîtront, contrairement à Claude Joseph, que l'administration publique repose sur le principe de la reddition des comptes. En attendant que nous ne parvenions à ce jour, soyons vigilants vis-à-vis du Canada et des États-Unis qui se foutent de notre gueule, qui veulent nous redonner, n'est-ce pas, un PHTK ou bien un président du PHTK, comme si de rien n'était. Soyons vigilants vis-à-vis d'eux, mais soyons vigilants du secteur des affaires qui veut se faire une peau neuve, qui veut se faire passer pour un végétarien, alors que tout le monde sait que ce sont des cannibales qui sont dedans. Soyons vigilants vis-à-vis de nos politiciens qui refusent de rendre des comptes et qui font tout pour sauver le système. J'espère vous avoir été utile. Merci de votre attention. On se retrouve la semaine prochaine. Gardons le moral, car tant que va le moral, tout va. Je vous cite une fois de plus notre Toussaint Louverture. Continuez à l'acheter. Merci pour votre soutien. Merci pour votre support. En français ou en anglais. Toussaint Louverture a dit ceci. Vous pouvez vaincre une armée, mais vous ne pourrez jamais vaincre un peuple en armes. Armons-nous, les amis de vigilance, et reconnaissons que la victoire nous reviendra. Nous vaincrons. Cela prendra du temps pour nous débarrasser des soi-disant leaders de la communauté internationale. Cela nous prendra du temps pour nous débarrasser des politiciens traditionnels. Mais Haïti ne mourra pas parce que nous sommes invincibles, nous sommes indestructibles. Bonne semaine, on garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.